Jean-Jacques Seymour reçoit François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour parler de l'UPR, de l'actualité et de vos projets, peut-être même aussi des élections. Mais il y a d'abord un chiffre qui m'a étonné, 8461 adhérents. Il était 2h30 ce matin lorsque le compteur de l'UPR a affiché ce chiffre. C'est important parce que vous ne faites pas de mystère autour de vos adhérents et on note quelque chose, c'est que très rapidement maintenant, il y a une croissance de ce mouvement. Écoutez, c'est gentil de le souligner. Vous avez eu l'amabilité de m'inviter depuis maintenant plusieurs années et à chaque fois, je vous disais que notre mouvement progressait. C'est encore le cas, mais désormais on atteint maintenant des niveaux, des nombres d'adhérents, effectivement plus de 8460, qui commencent à attirer de plus en plus l'attention de la scène politique française, parce qu'au même moment, l'ensemble des partis politiques français, c'est un peu la débandade de l'extrême droite avec le Front National qui se déchire jusqu'à l'extrême gauche. Le parti de gauche, vous avez vu, M. Mélenchon a eu un congrès très difficile au mois de juillet. Il n'est pas exclu que nous ayons maintenant à peu près le même nombre d'adhérents que le parti de gauche, sans parler des Républicains qui se déchirent, du Parti Socialiste qui se déchire, de EELV des Verts qui s'effondrent et qui sont en voie d'extinction, si j'ose dire. On a d'ailleurs plus de 2 fois plus d'adhérents que EELV. Notre mouvement politique, mine de rien, même si les grands médias gardent un silence absolu sur nous, mine de rien, notre mouvement politique est en train de s'incruster dans la vie politique française. Alors, il n'y a pas que le nombre d'adhérents, il y a aussi les élections. Aux élections européennes l'année dernière, on avait été un des 12 partis à pouvoir présenter des listes dans toutes les régions, y compris l'Outre-mer d'ailleurs. Outre-mer d'ailleurs, où on en avait fait d'ailleurs le meilleur score national. À La Réunion d'ailleurs, non aussi. Voilà, absolument. Dans l'île de La Réunion, on a fait 1,13% et au niveau national, on avait fait, en Outre-mer, on avait fait quasiment 1%. Et au niveau national, toutes régions confondues, on avait fait 0,5% à peu près. Aux élections départementales de ce printemps, on a été présent dans quelques cantons, dans 14 cantons, mais dans un certain nombre de régions à titre un petit peu de sondage pour voir où nous en étions. On a eu le nombre de nos voix par rapport aux européennes dans les mêmes cantons a été multiplié par 3,5 et on a fait entre 1 et 3,22% des suffrages. Et puis, nous allons voir la suite. Alors, nous avons une élection législative partielle dimanche à Millau. On va voir ce que ça va donner avec notre candidat Loïc Massebiot. Et puis, nous serons présents dans toutes les régions de France, plus à l'île de la Réunion, pour les élections régionales qui vont avoir lieu au mois de décembre prochain. Et justement, j'allais vous dire, les régionales, vous y pensez. C'était impensable il y a quelques années que vous vous présentiez à un tel scrutin. Oui, parce que pour aller aux élections européennes, c'était déjà pas évident. Il fallait avoir près de, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 160 ou 180 candidats au niveau national. Mais pour se présenter aux élections régionales, il faut présenter plus de 1600 candidats, et moitié hommes, moitié femmes. C'est obligé. Oui, il y a une parité obligatoire, oui. Donc, ça veut donc dire plus de 800 hommes et plus de 800 femmes. Si j'insiste sur les femmes, c'est que, en général, les femmes sont un peu plus réticentes à se présenter que les hommes. Eh bien, je peux vous dire que pour un parti politique, pouvoir présenter 1600 candidats, ça n'est pas évident. C'est tellement pas évident d'ailleurs que beaucoup de partis qui sont connus ne sont pas en mesure de le faire. Moi, par exemple, le MoDem, Nous Citoyens, Nouvelle Donne qui ont été extrêmement médiatisés, le NPA, EELV, tous ces partis ne sont pas capables de faire ce que nous allons faire, c'est-à-dire présenter des listes dans les 12 circonscriptions régionales de France métropolitaine, sauf la Corse, et puis à l'île de la Réunion. Voilà. Alors là où on ne peut pas le faire, c'est en Corse justement. Et puis on essaye de le faire à la Martinique, Guadeloupe et Guyane, mais on a des difficultés parce que c'est vrai que par exemple en Martinique, il faut plus de 60 candidats et candidates, et nous ne sommes pas encore suffisamment représentés. On a à peu près réuni pour l'instant une trentaine de candidats et candidates. On pense qu'on ne va pas y parvenir. Cela étant, s'il y a parmi vos auditeurs, certains, ça les intéresse de vouloir se présenter, ils sont évidemment les bienvenus.
bienvenus pour nous contacter sur le site upr.fr et nous faire part de leur candidature. Oui, les régionales, ce sera quand même une bataille décisive et ce sera très important d'être présent dans cette perspective. Là, vous allez lancer dans les prochains mois toutes vos forces dans cette bataille. Oui, parce que d'abord, ça va nous permettre de nous faire connaître encore bien davantage. Deuxièmement, j'ai parlé tout à l'heure du nombre de candidats, mais il n'y a pas que le nombre de candidats qui est difficile à réunir, il y a également les financements. Parce que les grands partis politiques, vous savez, les Républicains, le Parti Socialiste notamment, se partagent l'argent public qui est déversé par l'État, c'est-à-dire l'argent des contribuables, aux grands partis qui ont de nombreux députés. Bon, nous, comme nous sommes un nouveau parti, nous n'avons pas de députés, donc on n'a pas d'argent public. Alors pour faire une campagne dans les 12 régions métropolitaines plus la Réunion, ça coûte beaucoup d'argent. Nous, on a chiffré le budget minimal à 700 000 euros. Alors ça paraît beaucoup pour les auditeurs, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce que dépensent les grands partis. C'est à peu près 4% de ce que dépensent les autres grands partis. Parce que je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais il faut payer tous les bulletins de vote, 45 millions de bulletins de vote, 45 millions de professions de foi, des dizaines et dizaines de milliers d'affiches. Enfin donc tout ça a un coût. Et nous avons lancé d'ailleurs une collecte sur Internet qui marche très bien. On l'a lancée au mois d'août. Oui, qui apparaît dès qu'on ouvre votre site. Voilà, sur le site ou sur la page Facebook, et on a réuni déjà plus de 150 000 euros. Alors c'est important tout ça, parce que beaucoup de journalistes, de grands médias ou d'observateurs de la scène politique m'ont dit depuis des années que je n'arriverais à rien, que nous n'arriverions à rien, que nous n'aurions pas d'argent, pas les personnes s'engageant, etc. Et ce qui est en train de se passer, c'est que malgré le verrouillage des grands médias, on parvient à avoir les candidats, à réunir l'argent, parce qu'on assiste à un phénomène qui est plein d'espoir et très encourageant, c'est que énormément de Françaises et de Français maintenant commencent à comprendre que la situation est gravissime, que c'est notre pays qui est en train d'être détruit, pour servir des intérêts qui ne sont pas les siens, qui sont des intérêts euro-atlantistes. On voit bien sur toutes les affaires, par exemple sur l'affaire des Mistral, c'en est un exemple allégorique, que la France est dirigée désormais depuis Washington. Et donc, beaucoup de Français commencent à se ressaisir et à se dire il faut vraiment qu'on mette de côté le clivage droite-gauche à titre provisoire pour faire sortir la France de toute cette affaire. Alors, vous savez, vos auditeurs le savent, moi j'ai créé ce mouvement politique il y a 8 ans pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il y a encore 2-3 ans, on nous considérait un petit peu comme des hurluberlus. Plus du tout maintenant. Et il suffit de voir ce qui se passe au Royaume-Uni où il va y avoir un référendum sur la sortie de l'Union européenne, peut-être également un en Autriche. Il suffit de voir ce qui se passe en ce moment avec la crise dite des migrants. Oui, on voit une nouvelle fois comment dirais-je, il n'y a aucune solidarité européenne, que tout vole en éclats au moindre problème. Donc les agriculteurs, je n'en parle pas, ils sont vent debout parce qu'ils voient leurs revenus s'effondrer. On apprenait d'ailleurs aujourd'hui même, on a appris que le revenu des agriculteurs suisses a augmenté de 10%. C'est-à-dire qu'on voit que non seulement l'Union ne fait pas la force, mais elle fait la faiblesse. Dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'industrie, les services, l'agriculture, la diplomatie, la culture, etc., le bilan de l'Union européenne, elle tourne au désastre dans tous les domaines. C'est pour ça que ça draine à notre mouvement, qui a toujours dit la même chose, qui ne varie pas. Eh bien, ça draine de plus en plus l'intérêt des Français. Oui. Alors justement, vous venez de parler des migrants. Hier, on a vu subitement une réunion d'urgence et Paris et Berlin ont proposé un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil. Vous en pensez quoi ? Je trouve ça assez ahurissant parce que d'abord, ils proposent ça à d'autres pays théoriquement souverains, d'autres pays de l'Est qui n'en veulent pas, donc qui le refuseront. D'autre part, c'est qu'on a l'impression que c'est un mécanisme qui est destiné à durer, comme si finalement tout le monde
tous les dirigeants étaient convenus qu'on allait assister à un déversement de population naturelle du Moyen-Orient vers l'Europe. On pourrait penser qu'il y a une véritable concertation qui a été élaborée en la matière. Moi, je redis ce que j'ai déjà dit sur cette affaire des migrants. D'abord, c'est un drame humain épouvantable. Ça, nul ne peut le nier. Il faut donc traiter les personnes qui arrivent avec beaucoup d'humanité. Mais il faut également chercher où est l'origine de ces affaires. C'est pas un phénomène qui est tombé du ciel. Oui. Tout ceci découle de la destruction du régime de Saddam Hussein en Irak, du régime de Kadhafi en Libye, de la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et donc, en fait, les Occidentaux, et c'est bien d'eux qu'il s'agit, sous la houlette de Washington, ont mis à feu et à sang tout le Moyen-Orient. Voilà. Donc maintenant que les gens s'enfuient parce qu'on a transformé le pays où ils vivaient, certes, c'était pas des démocraties, ça c'est bien évident, mais c'était des pays où il y avait une certaine paix publique, et on a transformé ça en enfer sur terre. On a beaucoup glosé sur le régime de Saddam Hussein. C'est vrai qu'il y avait quelques milliers de personnes qui étaient victimes de sa police politique. Mais maintenant, il y a eu plus d'1 million de morts depuis que les Occidentaux sont intervenus. Le régime de Kadhafi, c'est devenu le régime des seigneurs de la guerre. C'est l'anarchie générale. C'est pareil en Syrie, où l'on voit le Daesh là, qui gagne des positions. Et puis alors, en plus de tout ça, comme vous le savez, l'État islamique Daesh, en fait, est soutenu en sous-main par les Occidentaux. Ce n'est pas du conspirationnisme de le dire. Il y a Michael... D'aucuns parlaient de désinformation sur cette question, justement. Oui, il y a l'ancien directeur de la DIA américaine en personne, Michael Flynn, qui a lui-même expliqué comment ça se passait. Et vous savez, dans les services de renseignement occidentaux et ailleurs, on sait très bien ce qui se passe, l'origine des armes qui arrivent à Daesh, et le financement qui provient de l'Arabie Saoudite ou du Qatar. Et puis le double jeu également de la Turquie sur toutes ces questions. Donc en fait, nous sommes dans une espèce de grand méli-mélo. Les États-Unis ont ouvert la boîte de Pandore au Moyen-Orient dans le cadre... Ils l'avaient annoncé d'ailleurs, hein. Après les attentats du 11 septembre, ils avaient annoncé le remodelage du Moyen-Orient. Il suffit de s'intéresser aux revues théoriques des militaires américains et aux propos qui sont tenus, ici ou là aux États-Unis, pour voir qu'il y a une volonté délibérée. C'est un peu docteur Folamour, si vous voulez, qui veut charcuter toute la carte du Moyen-Orient avec le résultat que l'on voit. On est en train de redessiner la géopolitique du Moyen-Orient au mépris des peuples. Au mépris des peuples, parce que les Américains en général ne connaissent rien aux peuples auxquels ils s'affrontent. Enfin, on l'a vu un nombre de fois incalculable, ils ne connaissent pas les peuples auxquels ils se confrontent. Mais quand on dit les Américains, il faudrait d'ailleurs être plus précis. Parce que les États-Unis, c'est un pays, c'est une mosaïque. Il y a aussi aux États-Unis des gens, des intellectuels qui disent des choses bien plus sévères que moi contre leur propre gouvernement. Je pense à Noam Chomsky, je pense à William Bloom, je pense à Paul Craig Roberts, qui est un ancien secrétaire au Trésor américain, je pense à Ron Paul. Donc il y a quand même toute une série d'Américains qui sont eux-mêmes extrêmement critiques, c'est le moins qu'on puisse dire, contre leur gouvernement. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne sait même pas qui dirige la Maison-Amérique. Parce que le président des États-Unis, qui d'ailleurs, vous savez, là c'est la fin de son deuxième mandat, on appelle ça le canard boiteux aux États-Unis, lame duck, le président en fin de parcours du deuxième mandat. En réalité, tout le monde a bien compris que le président Obama est un petit peu une espèce de comment dirais-je, de faire valoir, d'homme de relations publiques. Les grandes décisions sont prises derrière par des lobbies, le lobby militaro-industriel notamment, des lobbies divers et variés qui s'opposent. On l'a vu sur l'affaire iranienne, il y avait le lobby pro-israélien qui était en faveur d'une intervention militaire contre l'Iran, il y avait un autre lobby, le lobby militaro-industriel qui était contre. Donc tout ceci, ça tire à U et à dia. On a l'impression que parfois, on se demande même si les actions diplomatiques et militaires américaines sont parfaitement mesurées dans leur ultime conséquence. On a l'impression que parfois, ça part un peu dans tous les sens. C'est très dangereux, parce qu'on a l'impression que la première puissance militaire mondiale a perdu la tête. Oui. Dites-moi, le Premier ministre hier a dévoilé de nouvelles mesures de soutien aux agriculteurs. 3 milliards d'investissements, dit-on. Alors, satisfaction tout de suite du président de la FNSEA, Xavier Belin,
Mais plusieurs huées à l'encontre du dirigeant se sont fait entendre. Dites-moi, c'est un coup d'accélérateur vers le mur? Écoutez, c'est un vrai. D'abord les effets d'annonce, si vous voulez. Bon, ça va, les Français ils ont compris. 3 milliards, ça ne veut rien dire. On ne sait pas à quoi ça correspond. Ça, ce sont des effets d'annonce dont les Français sont lassés. C'est ce que beaucoup d'agriculteurs ont bien compris. Voilà. Deuxièmement, je le disais tout à l'heure, il suffit de regarder ce qui se passe en Suisse. Il n'y a pas d'effet d'annonce extraordinaire, mais en Suisse, ils n'ont pas la politique agricole commune. En Suisse, ils n'ont pas les mesures de rétorsion russes. En Suisse, ils défendent leur intérêt national. L'agriculture suisse, le revenu des agriculteurs ne cesse d'augmenter. S'agissant de Xavier Belin et des agriculteurs, en fait, c'est pas la même agriculture dont on parle. Monsieur Belin est à la tête de la FNSEA, mais c'est quelqu'un qui est c'est un agro-industriel en définitive. Tout le monde sait qu'il fait venir notamment du poulet du Brésil, de je ne sais pas où, pour fournir les grandes chaînes de restauration rapide en France. Donc c'est un grand céréalier, voilà. Donc lui, il représente, c'est d'ailleurs légitime, il représente les très grands agriculteurs. Mais l'agriculture, c'est pas ça. Une grande partie des agriculteurs français, ce sont des agriculteurs individuels, des petites exploitations individuelles, et dont la mort, la disparition est programmée. C'est comme la pêche artisanale. La pêche artisanale et l'agriculture familiale. En réalité, personne n'ose le dire, mais les grands choix stratégiques qui ont été faits au niveau de l'Union européenne, qui est de mettre tout ça en concurrence frontale avec les productions du monde entier, les conséquences, c'est qu'on a fait un trait. Les oligarques qui nous gouvernent ont décidé que finalement, il y aurait quasiment plus d'agriculture artisanale et de pêche artisanale à horizon de 20 ans ou 30 ans, c'est ça qu'il faut dire. On gardera quelques petites fermes touristiques, si vous voulez, pour amuser les enfants des écoles ou les touristes en goguette. On aura quelques zones rurales avec des effets de niche, par exemple pour tout ce qui concerne les grands crus de vignobles, les productions d'appellations d'origine protégée, pour les fromages, pour telle ou telle production végétale. Donc ça, on peut imaginer qu'il y aura des agriculteurs qui pourront encore un petit peu trouver des moyens de vivre dans ces zones-là, mais pour le reste, on va vers des très grandes exploitations sur le mode américain, au détriment des terroirs, au détriment de l'identité de notre pays, au détriment de ce que j'allais dire la saveur de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Et le plus scandaleux de toute cette affaire, c'est que tout ceci se fait à l'insu des Français, par une politique constante et insidieuse qui n'avoue pas quel est l'objectif final. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Juste un mot encore. Vous serez présent à la Grande Braderie de Lille cette année? Oui, l'UPR sera présente à la Grande Braderie de Lille. C'est un événement considérable dans la région qui se situe... C'est 2 millions de visiteurs, hein? Oui, c'est 2 millions de visiteurs, donc ça c'est un point très important. Je suggère à vos auditeurs qui sont intéressés par venir rencontrer nos équipes. On aura un stand pour boire un coup, pour discuter, pour voir un petit peu qui nous sommes et ce qu'on propose. Eh bien, je leur suggère de se rendre à la braderie de Lille. Ils trouveront toutes les précisions sur le lieu et l'heure, mais on sera présent pendant les 2 jours. Ils trouveront les précisions sur notre site upr.fr ou bien sur notre page Facebook Union Populaire Républicaine François Asselineau. Donc ils sont bien entendu les bienvenus. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.